Bonsoir Stéphane Aurel. Bonsoir. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous avez enquêté depuis longtemps sur l'influence des lobbies. Vous avez publié une grande enquête dans Le Monde sur les coulisses de Monsanto, les Monsanto Papers. Et vous publiez ce mois-ci Lobbytomie, sous-titré « Comment les lobbies empoisonnent nos vies et la démocratie ». C'est aux éditions La Découverte. Alors, on pense souvent que les lobbies agissent dans l'ombre, cachés. Vous vous dites c'est tout le contraire, on sait très bien qui ils sont. Oui, c'est une espèce d'image d'Épinal, comme ça, alors que ce ne sont pas des sociétés anonymes, ce sont des grandes firmes dont on connaît le nom, l'adresse, Monsanto, Procter & Gamble, Mars. Coca-Cola. En fait, ce sont vraiment des grands groupes qu'on connaît tous. Ce sont des groupes qu'on connaît tous et qui agissent soit en tant que firme, soit en tant que groupe de regroupement par secteur. Donc il y a les organisations de lobbying par secteur pour l'industrie du soda, santé, pour les pesticides, etc. Vous dites, Stéphane Aurel, on imagine que les lobbies sont des créatures fantastiques, douées de super pouvoirs corrupteurs. En fait, leur influence n'a rien de magique, dites-vous. Alors, comment s'y prennent-ils? Quelles sont leurs stratégies préférées? Le principe du lobbying, c'est d'arriver à convaincre un décideur et d'intervenir sur l'écriture de la loi. Donc c'est rien de magique, il s'agit juste de convaincre avec des mots. Et en fait, c'est quelque chose d'assez ennuyeux à raconter, c'est quelque chose de très bureaucratique. Ça consiste à prendre des rendez-vous avec des décideurs et à organiser une proximité intellectuelle avec des idées pour que ces idées soient choisies. Et il faut quand même que les idées infusent dans la société, dans les arcanes politiques. Vous dites que l'une des stratégies les plus utilisées, c'est la manipulation de la science. Et sur toutes ces questions qui concernent l'industrie agroalimentaire, les pesticides, tout est sous-entendu par des questions scientifiques. Donc ces industriels produisent du matériau de lobbying et du matériau scientifique et ils se servent des circuits habituels de production de la connaissance et de la science, y compris les grandes revues, les revues les plus prestigieuses, pour créer du matériel qui servira à convaincre les décideurs. Mais alors, les grandes revues prestigieuses, par exemple, ce sont des publications validées qui sont sérieuses. Là on ne peut pas nous manipuler. On a cette image de la science comme si c'était une espèce de pâturage de la vérité inviolable et que les scientifiques étaient épargnés par la subjectivité. La science est un domaine qui n'est pas inviolable et les scientifiques peuvent être instrumentalisés ou payés par les industriels pour mener des études qui vont défendre leurs produits quand ils sont mis en cause par des études justement indépendantes. Alors donc on peut travestir la vérité. Vous parlez de vérité alternative. Qu'est-ce que c'est ? J'ai repris ce terme, l'effet alternatif, parce qu'on est vraiment dans cette reconstruction d'une vérité parallèle à la vérité scientifique, et puis une espèce de vérité alternative qui est construite par les industriels dans le seul but de maintenir des produits nocifs sur le marché. Parce qu'il faut rappeler que c'est ça l'objectif. C'est de maintenir et de vendre toujours plus des produits qui sont, et on le sait, nocifs, voire parfois mortels. Toute cette production de science à but de défense de produits, c'est quand c'est des produits, que ce soit soda, pesticides, sont mis en cause par des études indépendantes ou par des désirs législatifs. Ces industriels produisent cette matière pour empêcher la réglementation. Alors, rien de tel pour convaincre l'opinion que d'utiliser des vrais spécialistes, des vrais témoins. Vous donnez l'exemple dans votre livre d'un pneumologue français, Michel Aubier, qui est quand même chef du service à l'hôpital Bichat, enfin qui l'était en tout cas. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Michel Aubier a été auditionné lors d'une commission d'enquête au Sénat sur la pollution et il a été poursuivi en justice pour avoir menti sous serment, c'est-à-dire qu'il n'avait pas déclaré avoir des liens avec les industriels du secteur quand on lui a posé la question. Il était en fait payé par Total, c'est ça ? Alors qu'il était en fait médecin conseil pour Total, 9 jours et demi par mois, pour 6 000 €. Donc, et il a fait ça pendant de nombreuses années. Mais pardonnez-moi, on a l'impression que ça, c'est pas très grave qu'il soit payé par Total pour donner des conseils. En fait, où est la problématique là-dedans ? Alors la problématique, c'est que quand on est payé par le secteur public pour exercer une profession, surtout dans un hôpital, il y a un certain nombre de règles que Michel Aubier n'a pas respectées. C'est-à-dire qu'il aurait dû déclarer à la PHP, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, cette collaboration qui ensuite aurait dû donner son autorisation, ce qu'il n'a pas fait. Et par ailleurs, on sait aussi qu'il a quand même affirmé que la pollution de l'air
ne coûtez pas si cher que cela, alors que c'est faux. Il avait des positions qui minimisaient en fait le rôle de la pollution de l'air dans les maladies respiratoires, alors que c'était à contre-courant total du consensus scientifique. Comment est-ce que les lobbies font pour recruter ces grands pontes de la médecine, de la science? On a comme ça l'impression que c'est pas si facile de débaucher des personnalités qui sont des grands spécialistes. Il y a de multiples manières en fait pour les industriels de faire leur repérage, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tout un espace de vie pour la science dans lesquels les industriels se sont infiltrés, donc des conférences, etc., dans lesquelles ils peuvent interagir avec ces scientifiques et repérer ceux qui peuvent, avec ceux avec lesquels ils peuvent collaborer. Vous parlez aussi de pièges de la gratitude ou de liens de reconnaissance dans votre livre, comme si finalement ces grands médecins, ces grands scientifiques avaient besoin aussi d'être aimés. Quand on parle d'influence, n'oublions pas que l'influence s'exerce de manière principalement inconsciente et que les industriels ont très bien étudié la psychologie expérimentale sur tous ces aspects-là. Oui, vous dites qu'ils s'inspirent même de la psychanalyse. Absolument. L'un des principaux inspirateurs de toutes ces stratégies était le neveu de Freud, Édouard Bernays, et qui avait tout à fait compris ce que son oncle avait développé comme idée et qui a utilisé le principe de la psychanalyse, non pas pour aider l'humanité à se sentir mieux, mais pour lui vendre des produits. Et la manipuler. Alors, il y a un industriel qui excelle dans le lobbying, c'est Monsanto, que vous connaissez bien, Stéphane Aurel. Alors, la firme, elle fait encore plus fort, puisqu'elle vient d'inventer les faux fermiers. C'est un groupe qu'elle a créé d'agriculteurs fantômes. Ça s'appelle Agriculture et Liberté. Alors là, ça paraît complètement surréaliste. Ça fait partie des multiples stratégies que les industriels peuvent utiliser. Ce n'est pas la première fois que ce genre de stratégie est employée, où les industriels font croire à un mouvement qui vient de la base. C'est ça, parce que là, on va le voir, ils sont présents sur les réseaux sociaux. Donc, on se dit, c'est des gens comme nous qui sont sur Facebook, Twitter, etc. Et puis, ils ont aussi leur site internet avec même un paragraphe, Qui sommes-nous ? Et alors, ils expliquent qu'ils sont un groupe d'agriculteurs. Puis, en fait, on ne les voit jamais. Ils n'existent pas physiquement. Mais les cigarettiers, par exemple, utilisent beaucoup ce genre de stratégie, ou bien manipulent aussi, par exemple, les bureaux de tabac, qui ont un business à garder, et donc ils créent des mouvements. Eux les suscitent et les financent, et pourtant ça donne l'impression que ce sont les gens à la base qui ont créé et suscité ces groupes. Alors, Emmanuelle Wargon vient d'être nommée secrétaire d'État à l'écologie. Elle vient du groupe Danone, où elle était chargée des affaires publiques. Ça veut dire quoi, chargée des affaires publiques ? Alors, c'est une des nombreuses appellations de direction du lobbying en fait, pour les grandes entreprises. Il y a les affaires réglementaires, les affaires publiques. Tout ça, en fait, ça veut dire lobbying, ça veut dire en fait influencer et être en relation avec les principaux décideurs. Alors, sa nomination intervient quand même quelques semaines après la démission de Nicolas Hulot, qui a justement dénoncé le poids des lobbies, notamment dans le gouvernement. Comment faut prendre ce signal, cette nomination ? Je pense que ça ne donne pas une bonne impression de la conscience qu'il y a dans le gouvernement de ce que c'est le moins qu'on puisse dire, ça donne pas une bonne impression. Le lobbying, et quel danger il peut y avoir pour un décideur public d'avoir une telle proximité avec des intérêts commerciaux. Quels sont les dangers, là, concrètement, par exemple ? La proximité organisée en fait, entre des intérêts commerciaux et l'intérêt général, c'est le principe du lobbying. Donc quand c'est les gouvernements qui suscitent cette proximité, on est dans un système qui ne tourne pas forcément très rond. On a l'impression quand même que les lobbies, c'est une fatalité, qu'il faut faire avec. Je me souviens de Ségolène Royal, une interview il y a quelques semaines, qui disait que finalement les lobbies, oui, ils étaient légitimes. Pourquoi est-ce que les politiques n'arrivent pas à lutter, ou en tout cas ont intérêt à les laisser faire ? Parce que ces stratégies sont très sophistiquées et marchent très bien. C'est-à-dire que aujourd'hui, les mondes politiques et économiques sont tellement proches que les frontières ont bougé, ou peut-être n'existent plus vraiment. Et la délimitation, en tout cas, pour les décideurs, est très difficile à voir. Merci Stéphane Aurel. Pour en savoir plus, on lit votre livre, Lobbytomie, sous-titré « Comment les lobbies empoisonnent nos vies et la démocratie ». C'est aux éditions La Découverte. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée ce soir au Brexit qui patine. À 5 mois de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, quelles possibilités, quelles conséquences, quelles solutions ? C'est dans l'air, c'est tout de suite.